Donc on va passer au dossier numéro 3 de cette conférence de maladies infectieuses de D4. L'histoire cette fois-ci, c'est celle d'un homme qui a 48 ans et qui est hospitalisé dans notre service de médecine interne début du mois d'août. Bon, alors on nous dit que c'est début du mois d'août, ça peut ne pas être anodin. On nous précise rarement la période s'il n'y a pas d'intérêt. L'histoire a commencé il y a un peu moins d'une semaine avec de violentes douleurs à type de décharge électrique dans la jambe gauche, irradiant depuis la fesse vers l'arrière de la cuisse. Donc on a des douleurs d'allure neurogène avec une topographie d'allure neurogène également, puisque ça part de la jambe gauche, ça irradie depuis la fesse vers l'arrière de la cuisse. Votre patient a par ailleurs remarqué une faiblesse musculaire de cette jambe qui l'handicape de plus en plus dans son activité professionnelle. Il est bûcheron. Il est bûcheron, on note ça dans notre terrain. Il est bûcheron, on est au début du mois d'août. Il a pour l'instant un tableau neurologique avec des décharges électriques et un déficit de moteur qui sont systématisés. Puis sont apparus des troubles visuels très gênants, avec vision double par moment. Il y a une histoire donc de diplopie. Ces troubles sont particulièrement accentués à la lecture et le contraignent à porter droit devant lui ce qu'il veut lire. C'est des troubles qui ont l'air de le gêner plus dans le regard vers le bas et en dedans. Enfin, depuis 4 jours, il se plaint de céphalée. Ça devient un tableau un peu compliqué. Pour l'instant, on a une histoire neurologique systématisée avec des douleurs neurogènes et un déficit moteur, une histoire visuelle avec une diplopie vers le bas et en dedans, des céphalées chez un bûcheron. Cliniquement, vous êtes face à un patient fébrile, d'accord, on est dans de l'infectieux, c'est une histoire infectiologique qui va nous expliquer tout ça. Les constantes sont stables, c'est pas un dossier réanimatoire, il a une pression artérielle à 130/70, une fréquence cardiaque correcte, un bon score de Glasgow. L'examen neurologique retrouve une raideur de nuque. Il y a donc un syndrome méningé fébrile, céphalée, raideur de nuque, fièvre, sans retentissement évident sur l'état général. C'est pas la grosse méningite à pneumocoque ou à méningocoque avec toute la pléiade de signes et le purpura fulminans et l'état de choc. Vous avez un déficit moteur du triceps sural gauche, côté A3/5e, associé à une hypoesthésie de la face de la jambe gauche d'une part, et à une abolition du réflexe achilléen gauche d'autre part. On a bel et bien un syndrome neurogène périphérique avec un déficit moteur, une hypoesthésie qui sont systématisés. Vous ne retrouvez pas de syndrome pyramidal, c'est un autre argument pour l'origine périphérique de nos troubles neurologiques. À l'examen oculaire, on s'interroge maintenant sur la diplopie. Vous notez des pupilles réactives en isochorie, très bien. Il n'y a pas de ptosis, très bien. C'est donc pas un 3. Le patient ne peut pas bouger son œil droit vers le bas et en dedans. Ça concerne l'œil droit. Et ça concerne le bas et en dedans. Vous remarquez que le patient ne voit plus double lorsque vous lui cachez un œil. Ça, c'est une information intéressante. On est face à une diplopie binoculaire, à l'occlusion d'un œil comme de l'autre. Il arrête de voir double. C'est donc l'image qui est projetée par les deux yeux qui n'est pas compatible, et non pas l'image d'un des deux yeux qui est déformée. Question 1. Faites l'analyse sémiologique des troubles neurologiques présentés par le patient. Encore une fois, c'est un dossier avec une porte d'entrée neurologique qui commence par une question de sémiologie. La neurologie commence très souvent aux ECN par une question de sémiologie où on doit détailler les troubles du patient. Ça oriente tout le reste de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Donc là, on est face à une méningo-radiculite infectieuse. On va détailler chacun des termes. On est face à une radiculite S1 gauche. Donc ça, on le voit sur la douleur neurogène qui avait un trajet S1 gauche, c'est-à-dire elle partait de la fesse et irradiait vers le dos de la jambe, avec un déficit moteur et une hyposthésie de topographie compatible, notamment une atrophie, un déficit moteur du triceps sural gauche, et une abolition du réflexe achilléen. On est sûr que c'est bien du S1. Si jamais on avait un doute, L5 S1, parce que le tableau n'était pas complètement complet. Pour ce qui est du triceps sural, c'est bien sûr également du S1.
Ensuite, les troubles oculaires. Les troubles oculaires, c'est une paralysie du 4 droit. C'est une paralysie qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer en dossier. Ses grandes caractéristiques, c'est une diplopie binoculaire, comme toutes les diplopies par paralysie oculomotrice, et une paralysie du muscle grand oblique droit, c'est-à-dire une paralysie du muscle qui permet le regard en dedans et en bas. Les choses qui devront vous faire évoquer une paralysie du 4 droit aux ECN, enfin une paralysie du 4 tout court aux ECN, ce sera des difficultés à la lecture, comme c'était présent dans l'énoncé, et des problèmes pour descendre les escaliers. Très évocateur, c'est marqué tel quel dans à peu près tous les livres, dont le Collège des enseignants de ophtalmologie. Ensuite, on a, et c'était le plus facile à voir, un syndrome méningé fébrile, qu'on peut argumenter sur une raideur méningée avec des céphalées et de la fièvre. Un tableau donc de méningo-radiculite infectieuse. Question 2. Quel diagnostic évoquez-vous? Justifiez. Quel élément au singulier important de l'anamnèse manque-t-il? Là, il faut se servir du contexte. On évoque une neuroborréliose ou borréliose de Lyme au stade secondaire précoce. Les arguments, c'est la profession à risque, il est bûcheron, c'est un argument très important, il est exposé aux piqûres de tiques. L'anamnèse, ça c'était un point un peu vache, je reconnais, la saison est compatible. Ce serait peut-être plus facile d'y penser s'il s'agissait d'une borréliose primaire. Bon, bah, y a des points parfois compliqués à voir aux ECN. Il y avait un point ici un peu compliqué à voir. Néanmoins, je vous répète, on vous donne rarement une profession. Et a fortiori, on vous donne rarement la notion d'une saison si ça n'a pas d'impact sur le dossier. La clinique, il s'agit d'une méningo-radiculite fébrile. Et la notion manquante, c'est bien sûr l'apparition d'un érythème chronique migrant dans les suites d'une piqûre de tique. Donc l'érythème chronique migrant, c'est comme ça que vous voyez à peu près la moitié de vos dossiers de borréliose de Lyme. Ce sera donc une macule érythémateuse annulaire qui va faire plusieurs centimètres de diamètre, elle peut être très grande d'ailleurs, et qui va être à croissance centrifuge. En général, c'est au niveau des jambes là où il y a la majorité des piqûres de tique. Néanmoins, parfois ça peut être caché, par exemple sur le cuir chevelu ou quoi, et passer inaperçu. Question 3. Quels examens peuvent vous permettre de confirmer ce diagnostic? Quels résultats en entendez-vous? Donc, diagnostic d'une neuroborréliose de Lyme, c'est une diagnostic par ponction lombaire, avec envoi du liquide céphalorachidien en anapathe. En anapathe, on va voir une méningite. Et là, c'est bien de préciser. Une méningite, c'est plus de 5 éléments par millimètre cube, éventuellement plus de 10 éléments selon les définitions. D'accord. Lymphocytaire, c'est donc plus de 50% de lymphocytes dans la formule. Ensuite, on envoie dans l'autre labo, biochimie. Biochimie, on a une hyperprotéinorachie. Une hyperprotéinorachie, et là, excusez-moi, il y a une faute. C'est des protéines supérieures à 0,5 g par litre, quoique ça dépend des labos. Et surtout, plus important, il y a une synthèse intrathécale d'immunoglobulines spécifique, comme dans la CEP d'ailleurs. D'accord? Donc vous faites une électrophorèse des protéines du LCR. En bactériologie, troisième labo, et là, c'est étrange, mais c'est très important, on fait des sérologies dans le LCR, elles sont positives. On peut faire des cultures dans le LCR, mais elles sont dites comme optionnelles par la conférence de consensus de la SPILF sur la Lyme. Et on peut faire des PCR sur le LCR qui sont également dites comme optionnelles. Le plus important, c'est donc votre sérologie dans le LCR, mais gardez en tête qu'il est possible de faire des cultures et des PCR qui sont positives en général dans le LCR. La culture est quand même compliquée. Enfin, on peut faire des sérologies dans le sang, mais les résultats sont en général retardés. Donc je répète, le diagnostic d'un Lyme en phase secondaire, d'une neuroborréliose, c'est surtout l'APL, avec les arguments non spécifiques du diagnostic, c'est une méningite lymphocytaire, il y a une hyperprotéinorachie, il y a une synthèse intrathécale d'immunoglobulines, et c'est la sérologie plus les examens optionnels, culture et PCR.
Et pensez à faire dans le sang la sérologie. Question 4. On confirme notre diagnostic. C'est bien une neuroborréliose de Lyme. Quelle sera votre prise en charge thérapeutique? Donc là, une question a priori très simple. Lyme, c'est facile à prendre en charge, mais en fait, beaucoup de méthodos. Beaucoup de méthodos parce qu'on a noté une histoire de déficit moteur, une histoire de troubles visuels, une histoire de douleur étrange qu'il va falloir quand même prendre en charge. Donc, on l'hospitalise parce qu'il a du mal à marcher et qu'il faut quand même mettre en route un traitement parentéral. On met une antibiothérapie parentérale active sur Borrelia burgdorferi, une céphalosporine de 3e génération, type ceftriaxone, pendant 21 à 28 jours. Ça, c'est une durée issue directement de la conférence de consensus. À noter, la ceftriaxone, vous auriez pu la faire en intramusculaire. Ensuite, il se plaint de violentes douleurs de topographie S1. Donc, on lui donne des antalgiques. En première intention, on peut lui donner du paracétamol. En seconde intention, on peut passer à du palier 2. Et n'oubliez pas, il s'agit de douleurs neurogènes. On peut donc envisager de donner des traitements spécifiques des douleurs neurogènes, des tricycliques ou des antiépileptiques. Ensuite, on traite et on prévient les complications. Donc, il y a un déficit moteur, il faut qu'il fasse de la kinésithérapie motrice du membre inférieur. Et là, c'est très grave ce qu'on oublie. C'est mal pour lui. Il a du mal à marcher. Le mec, il est bûcheron. Il a un déficit moteur. Vous pensez à traiter ce déficit moteur. C'est la même histoire s'il avait eu une PF. Vous pensez à traiter la PF, à faire la prévention des complications oculaires, à faire la kinésithérapie. Il va être alité parce qu'il a du mal à marcher. Il faut faire une prévention du décubitus, bas de contention, levée précoce. Il y a eu une effraction cutanée, c'était il y a un peu de temps, c'est un peu vache, mais il doit y avoir un SADVAT. Il y a une conférence de consensus sur les piqûres de tiques qui dit qu'un SADVAT, après une piqûre de tique, ça peut se faire à tout moment. Donc bon, on le met. 2 points, c'est peut-être beaucoup, mais on le met, SADVAT, c'est de la méthodo. Mesure sociale, engager une procédure une procédure de déclaration en maladie professionnelle. Ça, il faut le faire, c'est pas coté ici, c'est l'objet de la question suivante. On surveille, j'allais l'oublier, on surveille, il y a un point juste pour dire qu'on surveille, c'est souvent le cas d'ailleurs aux essais, il y a juste un point pour surveillance clinique ou pour dire surveillance, elle est justement d'ailleurs clinique ici, la surveillance, on va la prolonger sur plusieurs semaines et on va rechercher une régression des signes neurologiques. Il n'y a pas d'indication à répéter les sérologies pour vérifier qu'elles sont négatives. Question 5, Monsieur B est soucieux du risque de récidive de sa pathologie. Quels conseils pouvez-vous lui donner pour l'éviter? Là, j'ai fait une question spécifique parce que ce point est détaillé dans la conférence de consensus sur la borréliose et que finalement, il n'y a pas grand-chose à savoir, ça se retient facilement, ça peut rapporter des points. Donc, les mesures ont structure, il y a les mesures de prévention primaire avant qu'il soit piqué, les mesures de prévention secondaire après qu'il soit piqué. Donc, les mesures de prévention primaire, c'est éviter d'être piqué, on porte des vêtements longs et fermés. Et on met des produits qui vont pas tenter trop les tiques, donc des répulsifs cutanés et des répulsifs vestimentaires. La prévention secondaire, c'est une fois qu'on a été piqué. Donc une fois qu'on a été piqué, il faut vérifier faut s'en rendre compte déjà, pardon. Donc on recherche les tiques par un examen du revêtement cutané. Et comment on enlève la tique si on en trouve une? Il faut l'enlever le plus rapidement possible. La durée que la tique passe accrochée à la jambe et fonction du risque de transmission. Il faut l'enlever de manière purement mécanique, sans utiliser de substances chimiques. Enfin, c'est tout con, mais il faut désinfecter après retrait. Donc, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, il n'y a rien qu'on peut ne pas savoir comme ça. Là, vous l'avez vu, vous en souviendrez, surtout l'histoire du retrait mécanique, pas de substance chimique, ça peut vous être demandé, ou en tout cas si ça ne vous est pas demandé et que vous avez juste une question de prise en charge thérapeutique, je vous recommande d'éduquer votre bûcheron à la prévention des piqûres de tiques. Question 6, Monsieur B peut bénéficier d'une démarche supplémentaire auprès de la sécurité sociale, laquelle justifier. Donc ça, c'est le genre de question
qui est vachement utilisé aux ECN pour vous faire des dossiers transversaux. C'est-à-dire qu'en fait, aux ECN, quasiment la moitié ou un quart des dossiers, ils sont considérés transversaux parce que c'est un dossier spécialité qui termine par une question de module 1 ou de mesures sociales. Donc ce sera un accident de travail, une reconnaissance à maladie professionnelle ou des choses du style secret médical. La maladie professionnelle, c'est énormément tombé, au même titre d'ailleurs que l'accident de travail. Donc on demande sa reconnaissance en maladie professionnelle, et il y a le droit, pour des arguments tout cons, il y a le droit parce que la maladie, c'est-à-dire la borréliose de Lyme, est inscrite au tableau des maladies professionnelles, parce que l'agent causal, c'est-à-dire la tic, est inscrit au tableau des maladies professionnelles, et que la profession, c'est-à-dire bûcheron, correspond aux métiers qui sont reconnus dans ce tableau de maladies professionnelles. Quelle que soit la maladie professionnelle, cet argumentaire est toujours valable. Il faut que la pathologie, l'agent causal et la profession figurent dans le tableau. Ensuite, en général, c'est pas le cas ici parce que c'est particulier, c'est par le biais d'une piqûre de tique, il y a une notion de durée ou de seuil d'exposition, par exemple pour l'amiante ou pour d'autres maladies professionnelles qui doivent être atteints. Et il y a une notion de délai de prise en charge qui doit être respectée. C'est-à-dire que, pour l'amiante, je crois qu'ils ont 30 ans pour se faire reconnaître leur mésothéliome. S'ils font un mésothéliome, s'ils ont travaillé dans l'amiante, même un délai suffisant à l'âge de 20 ans jusqu'à 30 ans, et qui présentent un mésothéliome à l'âge de 70 ans, ils ne seront pas reconnus en maladie professionnelle. Le délai de prise en charge aura été dépassé. De même, s'ils ont travaillé que 6 mois dans un endroit où ils sont exposés à l'amiante et que le délai est supérieur, ils ne seront pas reconnus en maladie professionnelle. Donc les arguments, on répète, la maladie, l'agent causal et la profession doivent être dans le tableau. Ensuite, en général, c'est pas le cas ici, il y a des notions de durée ou de seuil d'exposition et de délai de prise en charge. On continue à détailler les modalités de prise en charge en maladie professionnelle. On explique maintenant quelle est la démarche à suivre. Donc la démarche à suivre, il y a la part qu'effectue le médecin et la part qu'effectue le patient. Donc le médecin, lui, il doit rédiger un certificat initial de déclaration. C'est-à-dire que vous êtes médecin hospitalier, un patient vient vous voir pour une borréliose de Lyme, vous dites, parce qu'il est bûcheron, qu'il s'agit de maladie professionnelle, vous dites, le patient, et vous détaillez les éléments cliniques et paracliniques constatés, présentent une méningo-radiculite infectieuse avec les éléments cliniques suivants. À l'appareil clinique, les sérologies sont positives pour Borrelia, donc il s'agit d'une neuroborréliose. Ensuite, vous dites, cette neuroborréliose a un rapport fort probable avec sa profession de bûcheron. Et vous dites, cette consultation a eu lieu le temps. Ça, c'est important parce que ça dit à partir de quel moment le patient a commencé à soucier de ça. C'est-à-dire que s'il arrête d'être bûcheron et que 2 ans plus tard, il consulte pour une neuroborréliose et que la date de la première consultation met en évidence ça, il ne bénéficiera plus de la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, on établit le caractère professionnel. On donne les éléments cliniques paracliniques constatés comme tout certificat, on mentionne la date de la première consultation. Et ensuite, le patient, lui, c'est lui qui effectue la déclaration de maladie professionnelle à CPAM. Il a 2 ans pour le faire, et ça doit être fait sur formulaire de déclaration spécifique. Rien de fou, mais réponse à bien connaître. Enfin, l'ACPAM, troisième acteur, ils vont mandater un médecin conseil, un médecin spécifique, qui ouvre une enquête. Il vient vérifier qu'il s'agit vraiment d'une maladie professionnelle et il a 3 mois à partir du moment où l'enquête est ouverte pour statuer. Si au bout de 3 mois il n'a pas statué, le patient est reconnu comme maladie professionnelle. Bon, tout ça, ça vaut pas de points. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un médecin conseil est mandaté par l'ACPAM et vient vérifier tout ce qu'on dit. Question 8. Quel bénéfice peut tirer le patient d'une telle démarche ? C'est quels sont les intérêts de la déclaration maladie professionnelle. Là, on structure. Le patient, il a le droit à des prestations en nature. Il va être pris en charge à 100%. Il va avoir une exonération du ticket modérateur et il aura une prise en charge du tiers payant. Donc, il ne paiera jamais rien dans ses soins médicaux. Ensuite, il a le droit à des prestations en espèces, c'est-à-dire que
sans délai de carence, il va avoir ses indemnités journalières. À partir de son premier jour d'arrêt de travail où il aura déclaré sa maladie professionnelle, il aura ses indemnités journalières. Et ces indemnités journalières, elles seront plus importantes que s'il faisait un simple arrêt de travail. Enfin, il aura, en fonction du taux d'incapacité permanente partielle qui restera, une rente ou un capital pour compenser. Donc en fait, ça veut dire que il va faire sa borréliose, on va la traiter. S'il guérit complètement, tant mieux, il n'aura rien ici. Si il aura juste touché pendant son arrêt de travail des indemnités journalières. S'il guérit incomplètement, à la fin, une fois que la maladie est stable, il va aller voir un médecin qui va lui faire un certificat de consolidation. Dans ce certificat, il va constater les séquelles qu'il va chiffrer avec le taux d'incapacité permanente partielle. Là, ça devient un peu du détail, mais grosso modo, ce taux va vous permettre une rente ou un capital. Et ça va dépendre de combien de pourcents vous avez. Si vous avez moins de 20% d'IPP, vous allez avoir des thunes directes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez... Bon, je ne suis pas médecin du travail du tout, mais si vous avez par exemple un petit déficit, vous avez 10%, bon bah désolé pour vous, l'État vous file des thunes une fois, mais après c'est tout. Par contre, si vous avez plus de 20%, d'incapacité partielle permanente, l'État va vous donner de l'argent tous les mois ou tous les ans, de manière régulière, ce sera votre rente, qui sera pour vous ou pour vos ayants droit. Voilà, donc un dossier de borréliose de Lyme qui nous a permis de faire une petite porte d'entrée neurologique intéressante, puis de revoir un peu les recommandations de la SPILF sur la borréliose, et de faire le tour de la question des maladies professionnelles, qui est une question très importante aux ECN. Ce qu'il faut retenir de la borréliose de Lyme, c'est qu'il y a 3 phases. La phase primaire, donc on en a parlé un petit peu, c'est l'érythème chronique migrant, avec la macule érythémateuse annulaire de plusieurs centimètres de diamètre qui accroît sans centrifuge. Ce qui est important à savoir et qui est mentionné dans la conférence de consensus, c'est que le diagnostic est clinique et qu'il n'y a pas lieu de faire d'examen complémentaire. Le traitement à ce moment-là, c'est de l'amoxicilline ou de la doxycycline PROS pendant 14 à 21 jours. Ensuite, la phase secondaire qu'on vient de voir, elle peut être à type plutôt neurologique, avec diverses manifestations, méningite, méningo-radiculite, méningo-encéphalite, ou, un grand classique aussi, la paralysie faciale isolée. Elle peut être à type de manifestation plutôt rhumatologique, bien sûr les deux peuvent être associés, des arthralgies ou des arthrites vraies, en général des monoarthrites. Le diagnostic, il est paraclinique, on a vu comment on le faisait à la question 3, si c'était agi d'une arthrite, on aurait fait les mêmes examens mais sur une ponction de liquide articulaire. Le traitement, et là pour le traitement, je vous fais une petite recommandation. Le plus simple, c'est de retenir l'injection de ceftriaxone IM pendant 21 jours pour la phase secondaire et pour la phase tertiaire. Parce que la conférence de consensus en fait précise des choses différentes, c'est-à-dire qu'en général pour la phase secondaire c'est 3 à 4 semaines, mais pour la PF isolée, c'est 2 à 3 semaines, et on peut aussi utiliser l'amox et la doxycycline. Bref, la ceftriaxone IM 21 jours, vous êtes toujours dans la fourchette du traitement, c'est-à-dire vous pouvez traiter la PF comme ça, vous pouvez traiter toutes les phases secondaires comme ça, et vous pouvez traiter les phases tertiaires comme ça. La phase tertiaire, peu tombable à mon avis aux ECN, ça peut être des encéphalomyélites chroniques, des polyneuropathies sensitives axonales, ça peut d'ailleurs faire partie de votre bilan de démence si vous avez des signes d'appel, ou ça peut être une acrodermite chronique atrophiante, c'est-à-dire des lésions cutanées inflammatoires qui seront asymétriques au niveau des membres et en regard des convexiqués. Le diagnostic et le traitement peuvent être identiques à la phase secondaire. Donc on a vu la ceftriaxone 3 semaines, IM, et les mesures de diagnostic paraclinique. Enfin, dernier point que je vous sors tel quel de la conférence de consensus sur la borréliose de Lyme, il précise les situations où il n'y a pas d'indication à la sérologie borrelia. Donc les sujets asymptomatiques, on ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, je vous l'ai remis juste pour être exhaustif. Le dépistage systématique des sujets exposés, c'est-à-dire que votre bûcheron, il est bûcheron, c'est un sujet exposé car c'est une maladie professionnelle, mais on ne lui fait pas une sérologie tous les ans pour vérifier qu'il n'a pas chopé la borréliose.
Quelqu'un qui a une piqûre de tique sans manifestation clinique, bah oui, vous imaginez bien qu'on va pas faire une sérologie à tous les patients qui sont piqués par les tiques. Quelqu'un qui présente un érythème chronique migrant typique, on l'a vu, dans ces cas-là, diagnostic et clinique, et vous avez le droit de mettre l'AMOX immédiatement. Et enfin, les patients qu'on a traités n'ont pas d'intérêt à avoir un contrôle sérologique. Voilà. Les items qu'on a abordés dans ce dossier, c'était donc l'item 96, méningite infectieuse et méningoencéphalite chez l'adulte et l'enfant. L'item 101, pathologie d'inoculation. L'item 109, accident de travail et maladie professionnelle, définition. L'item 270, radiculagie et syndrome canalaire. Et l'item 304, diplopie.